Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 4 septembre et à la une de cette édition, l'école maternelle de Passamenti Stade était bloquée ce matin. Les parents d'élèves de petite section ont exprimé leur ras-le-bol en empêchant l'accès à l'établissement. Ils protestent contre l'absence d'instituteurs depuis la rentrée scolaire. Une solution leur a été proposée par la direction, mais si cet engagement n'est pas respecté, les parents affirment qu'ils continueront leur action de blocage dès la semaine prochaine. Alors, quelle est la nature de l'engagement de l'établissement vis-à-vis des parents d'élèves? Quand la solution trouvée pourra-t-elle être effective? Un reportage signé Marion Tellier. Des parents d'élèves bloquent ce matin l'école du stade de Passamenti. Leur patience semble avoir atteint ses limites et pour cause, de nombreux enfants de petites sections n'intégreront aujourd'hui encore pas leur classe. En effet, seulement 2 semaines après la rentrée des classes, 2 instituteurs manquent à l'appel. L'un ne se serait plus présenté devant ses élèves depuis le jour de la rentrée. L'autre ne serait présent que par intermittence, sans que les parents ne soient prévenus à l'avance de ses absences. On est là ce matin parce que y a nos enfants qui n'ont pas d'instit. Ils ont fait les premiers jours de la rentrée. Après, à chaque fois, on revient, il n'y a pas d'instit, on rentre à la maison. Et vu qu'on a préparé nos enfants psychologiquement depuis l'année dernière qu'ils vont aller à l'école cette année, et ils viennent, il n'y a pas d'école et c'est pas évident à la maison avec les enfants. Contactés à ce propos, ni la direction de l'établissement ni la mairie n'ont souhaité répondre à nos questions sur cette problématique pourtant majeure. C'est donc à nouveau auprès des parents d'élèves reçus ce matin par la direction que nous apprenons la nature des engagements qui leur ont été adressés lors de cette réunion. L'inspectrice nous a donné un délai d'une semaine, d'ici la semaine prochaine, qu'on va avoir 2 instituts concernés de notre problème. Pour Swadati, maman d'une petite fille de 3 ans, impatiente de retrouver le chemin de l'école, rien n'est encore gagné. À l'instar des autres parents d'élèves, elle attend d'un pied ferme l'arrivée de ces 2 nouveaux instituteurs. Toutefois, si l'engagement de l'établissement n'est pas respecté, elle s'engage d'ores et déjà à maintenir l'école bloquée dès la semaine prochaine. L'éducation, toujours au lendemain du drame de Sada, le député Mansour Kamardine a immédiatement saisi le gouvernement face à ce qu'il considère comme un nouveau cap franchi dans l'escalade de la violence. Le parlementaire demande notamment de convoquer des assises de la sécurité à Mayotte et de revoir les plans d'aménagement en matière de construction scolaire. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Kwesi. Il y a de la violence à Mayotte. Il faut, moi je souhaite, et c'est le sens de la question que j'ai posée au gouvernement, qu'il y ait très rapidement le ministre de l'Intérieur s'accapare de ce sujet des violences à Mayotte, et qu'il organise une conférence avec ses différents partenaires, défense, donc intérieur, défense, justice, éducation, pour qu'on réfléchisse tous ensemble, une espèce de Grenelle de réflexion sur les violences à Mayotte, que nous réfléchissions. Des écoles surchargées, souvent, moi il y a une bombe à retardement qu'on est en train de construire, notamment sur cette zone de Mamoudzou, quand on a une dizaine d'établissements secondaires sur le périmètre Mamoudzou-Kungu, en voulant toujours apporter des réponses à l'immigration qui vient massivement. Je crois que le jour, parce qu'il y aura toujours un jour, on sait bien comment se comporte la jeunesse, eh bien le jour où l'étincelle prendra, on aura du mal. Donc je crois que réfléchissons à un autre aménagement du territoire. Et place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Sindou Baptiston Aouladi, délégué départemental adjoint chargé des affaires générales au sein du parti Rassemblement National. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Le Rassemblement National a été l'un des partis qui a été le plus rapide à réagir à ce qui s'est passé au drame de Sada. Comment vous prenez aujourd'hui cette situation dans l'école, dans l'éducation nationale de manière générale et ces violences qui reviennent de manière cyclique? Bon, avant tout, au nom du Rassemblement National, je présente toutes nos condoléances à la famille et nous espérons que ça arrive à aucune autre famille, à personne d'autre. Et nous donnons on supporte la famille par rapport à toute cette période difficile. Justement, vous avez souhaité consacrer plusieurs jours de deuil, pas vous exprimer après ce premier communiqué que vous avez envoyé. Aujourd'hui, voilà, vous jugez bon de vous exprimer à nouveau, justement, parce que maintenant, il est temps de trouver des solutions aussi
Quelles sont-elles pour vous? Voilà. En fait, vous avez bien dit que nous, au Rassemblement national, nous ne voulons pas, c'est-à-dire nous exprimer à chaud, parce que je sais que tout le monde s'est exprimé, bien sûr, chacun de sa manière, mais nous, sachant cette, comment dirais-je, cette problématique, vous savez, moi-même, j'ai été déjà au travail au collège de Sada, j'ai vécu ça, mais en fait, cette personne, d'ailleurs, c'est une fille, elle était morte, mais naturelle. Mais là, ce n'était pas le cas. Et moi, je me pose, aujourd'hui, c'est arrivé, et le prochain, ce sera à qui le tour? Donc, nous demandons que tous les établissements scolaires soient protégés, comme dans tous les départements de France et de Navarre. Ça passe par quoi, justement, cette protection aujourd'hui? Parce qu'on parle d'un renforcement des effectifs, notamment de gendarmerie. Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous? Mais vous savez, je vais bien, enfin, quand on parle d'effectifs de gendarmerie, de la police, tu sais, je compatis parce que je sais que ces gens-là font beaucoup de boulot. Ils n'ont pas d'horaires. Ils ont la famille à côté et les enfants. Vous savez, j'en fais par mon précédent emploi, quand j'étais, je dis ça parce que je suis bien placé pour le dire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple. C'est aujourd'hui, même à nos élus, parce que en fait, tout ce qui est, comment dirais-je, la sécurité, ça doit être les élus, à eux aussi de prendre en charge leur part de responsabilité. Avec notamment les polices municipales? Avec que ce soit le municipal ou bien des gens, agents de sécurité, des employés agents de sécurité. Mais donner à chaque fois, parce que moi je vois mal sincèrement, et je le dis de toute manière claire, mettre un policier ou un gendarme dans chaque établissement tous les jours. Moi je crois que les policiers et les gendarmes ont d'autres boulots très importants et qui, comment dirais-je, destinés à leur mission que d'être derrière les établissements scolaires. Alors cet après-midi, justement, on a eu le préfet qui a rencontré, qui s'est vu présenter les nouveaux effectifs. On a beaucoup de gendarmes qui sont arrivés, plus de 50. On a beaucoup de policiers qui sont arrivés, notamment au niveau de la PAF. On est à plus de 100 postes créés au niveau des effectifs. C'est beaucoup. Est-ce que, selon vous, les annonces de la ministre, notamment en matière de sécurité, sont suffisantes? Comment vous avez pris cette visite ministérielle? Alors, vous savez, quand on a des choses, on ne refuse pas. Ça tout sera le bienvenu. C'est positif quand même. Voilà, c'est positif. Mais ceci étant dit, si vous parlez aussi du bilan aussi du ministre qui est là, mais vous savez qu'en 2018, février-mars, il y avait la grève. Il y avait 101 mesures qui ont été prises lors de la venue de la ministre ici. Est-ce que les 102 mesures ont été faites? Je ne crois pas. Elles étaient sur 5 ans. Est-ce qu'il faut peut-être laisser encore un peu de temps? Mais oui, sur 5 ans, mais il y en a d'autres qui sont vraiment primordial. D'où on a demandé qu'il soit mis un bâtiment de la marine dans le bord de la mer. C'est-à-dire entre Mayotte et Anjouan. C'était effectivement qu'un navire puisse voilà, contrôler... un navire qui soit là 24/24, avec bien sûr des bateaux d'intercepteurs qui iront plus vite pour aller accoster les Kossa. Et aussi un régiment militaire qui soit mis aussi à l'îlot de Mzamboro, et là-dessus avec aussi un centre d'accompagnement pour les jeunes délinquants, les jeunes qui font des bêtises, qu'ils soient suivis à l'îlot de Mzamboro. Et en faisant tout cela, quand un jour un jeune sait que s'il fait des bêtises, il sera gardé par les militaires à l'île de Mzamboro, je crois qu'il réfléchit à 2 fois. Selon vous, il faut montrer l'exemple? C'est ça passe par ça aussi, par de la répression envers ces jeunes, en montrant l'exemple? Mais exactement, au jour d'aujourd'hui, là où on est arrivé, on est obligé de passer par là. Parce que c'est vrai, on a beaucoup, comment dirais-je, discuté, on a beaucoup proposé, on a beaucoup tenté, mais ça ne passe pas. Mais à force, il faut essayer ce qu'on n'a pas encore fait, on n'a pas encore essayé. Alors justement, c'est une question que je pose à peu près à toutes les personnes politiques qui viennent sur ce plateau. Est-ce que vous considérez quand même qu'il y a du positif? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'argent mis sur la table, plus qu'il n'y en a jamais eu forcément auparavant. Est-ce que quand même vous concédez du positif, le fait quand même que l'État semble prendre en considération les problématiques du territoire? Oui, ça c'est sûr. Là, je ne vais pas le dire. Vous l'accordez à ce gouvernement? Oui, bon, j'accorde, bien sûr, mais avec un point d'interrogation. Pourquoi? Parce que, en fait, le gros boulot, le gros sujet n'a pas été traité. C'est-à-dire stopper l'immigration. Parce que tant qu'on ne stoppe pas, on peut toujours jeter de l'argent, je peux dire,
presque c'est l'argent passe par la fenêtre, quoi. Alors justement, Baptiston Aouladi, c'est le programme, l'immigration, c'est le programme au niveau national aussi du Rassemblement national, c'est le programme lutter contre l'immigration, qu'il s'agisse de la métropole ou de Mayotte. À Mayotte, ça se structure, le Rassemblement national. À ce titre, vous avez un rassemblement très important qui va avoir lieu ce week-end. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui va se passer? Alors, le rassemblement qui va avoir ce week-end, vous savez, comme quand Marine Le Pen était venue ici en mois de février dernier, il nous a dit qu'il faut absolument structurer le parti, parce qu'elle veut que le parti soit structuré ici à Mayotte. Bon, chose qu'on a fait le 21 juillet dernier à Moroale, on a mis le bureau en place. Bien sûr, maintenant qu'il y a le bureau en place, donc maintenant il est temps de travailler. Donc là, ce week-end, bien sûr, on va convoquer ce qu'on appelle la réunion de bureau, pour bien sûr préparer, parce qu'on va faire comme toute parti politique, une rentrée politique. Sachez que au niveau national, le rentrée politique du Rassemblement national sera le week-end du 14-15 septembre. Vous êtes un petit peu en avance à Mayotte? Non, en fait, non. En fait, non. C'est-à-dire, on n'est pas... Oui ou non, parce qu'en fait, là, c'est juste réunion du bureau, mais après la rentrée politique en elle-même, pour accueillir tout le monde, ça sera après. Après, celui de la métropole. Alors justement, ce rendez-vous, qu'est-ce qu'il va permettre de préparer les échéances électorales? On pense notamment aux municipales. On imagine qu'il y aura du candidat au niveau de votre parti. Bien sûr, ça fait partie de notre préparation, parce que sachant qu'on a déjà des discussions en amont dans des communes, il y a déjà des communes qui sont sûres qu'on va mettre un candidat. Il y en a des communes qu'on va se rallier à d'autres candidats. Mais là, on va essayer aussi de raffiner ce qui n'est pas encore fait et aussi de raffiner ce qui était déjà pris et d'aller en contact pour là où on n'a pas encore eu de discussions avec les administrés de la commune. Et justement, est-ce que vous avez des objectifs? Je ne sais pas, peut-être faire gagner bien sûr. un ou deux candidats? Oui, notre but, bien sûr, en fait, il y a des mairies qu'on aimerait bien le gagner en tant que... C'est possible, selon vous? Oui, c'est possible, oui. Au regard des européennes? Au regard des européennes, oui, on a des communes ciblées, bien sûr. On a des communes ciblées qu'on veut gagner et on a des communes qu'on veut gagner avec d'autres collègues, avec d'autres partis. Peut-être? Hein? Bouéni? Pas Bouéni pour l'instant, mais on a d'autres. Merci beaucoup. En tout cas, on suivra effectivement cette réunion. Aujourd'hui, il apparaît évident qu'il faut composer avec le Rassemblement national qui finalement a fait une percée extraordinaire lors de ces européennes. Et on voit que vous vous structurez et que les objectifs sont élevés. On imagine pour les municipales, mais aussi pour les cantonales. Bien sûr, dans les perspectives que deux fois on est obligé d'aller avec d'autres, c'est-à-dire dans la perspective de 2021, parce que si tel que c'est parti, tel que tout le monde croit que ça va être par liste, il y aura bien une liste Rassemblement national en 2021. Pour les municipales, un dernier mot. Vous parliez d'alliance plutôt avec l'UMP. Alors, votre ancien parti? Alors, sincèrement, je veux dire... Les Républicains, pardon. Les Républicains, oui, voilà, oui, vous n'êtes pas trompé. Mais ça sera cas, par commune. Voilà. Ça, c'est sûr, il y aura des communes qui auront alliance avec LR, ça c'est clair. Y compris, dans ma propre commune. Et puis il y a d'autres communes, peut-être que ce sera avec d'autres. Donc nous, en fait, on prend tout, en fait, nous on se dit, on n'a pas d'ennemis, on n'a que des challengers. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Religion, dans votre 19h. Du 4 au 10 septembre, le chef de l'Église catholique se rend successivement au Mozambique, à Madagascar et à l'île Maurice. Ce voyage officiel du pape François Ier aura pour thème la paix et la réconciliation. Pour l'occasion, plusieurs fidèles de la communauté catholique du département vont faire le déplacement jusque sur la Grande Île. Ce matin, nous recevions le Père Bienvenu, prêtre de l'église Notre-Dame de Fatima. Au montage, Leslie Vimenet. Le 266e pape de l'histoire de l'Église catholique est arrivé aujourd'hui au Mozambique. Pour la deuxième fois de son pontificat, il va fouler le sol du continent africain au programme des messages de réconciliation et d'espérance dans deux des pays les plus pauvres du monde. J'ai eu aussi la chance d'être là parce que j'étais étudiant prêtre. Vous étiez là? J'étais là comme étudiant prêtre. Et donc justement, on lit tout de suite sa vision. C'est écrit... Je ne vous vois pas sur la photo là, mon père. Non, on est dans la foule, dans la grande foule là. Dans la grande foule là. Eh bien, il commence, Papa Francesco, una chiesa povera et per i poveri, qui signifie l'église pauvre pour les pauvres. Et donc là, on sent que sa mission est là pour aller à la périphérie.
Après cette visite au Mozambique, François Ier se rendra donc à Madagascar où l'attendra une délégation venue du 101e département de France. Ce serait quand même ma joie qu'il soit arrivé même ici, ne serait-ce pour 30 minutes. Mais le fait qu'il soit à Madagascar, c'est aussi dans la même zone de l'océan Indien. C'est une grâce que nous aurons aussi, une bénédiction de ce pape qui vient ici. Et donc, par rapport à tout ce que nous avons traversé ici, nous avons besoin de sa bénédiction. On a eu aussi les séismes répétés ici, et puis voilà, la situation politique, sociale, on a besoin aussi de sa bénédiction. C'est pourquoi nous partons, non simplement nous chrétiens, nous partons prier, mais nous portons tout l'ensemble, toute la communauté ici confondue pour que le pape puisse nous bénir. Si la communauté catholique reste très minoritaire à Mayotte, la délégation souhaite représenter l'île au-delà des frontières du département. On n'a pas beaucoup de gens, nous serons 14-15. Donc ça veut dire 13 qui partent de Mayotte et 2 des Moroni, 2 religieuses. Vous serez évidemment... Oui, je serai parmi les pèlerins. C'est aussi un moment de joie pour nous, parce que nous allons participer à la catholicité, parce que le pape c'est un chef universel pour nous, pour ce qui concerne l'église catholique. Il y aura quelques signes pour montrer que c'est Mayotte, paroisse, Notre-Dame de Fatima, Saint-Michel, Mayotte. Nous partons comme des Mahorais, parce que nous allons représenter l'île de Mayotte. Le voyage du chef de l'église catholique dans l'océan Indien constitue un moment historique pour tous les fidèles, notamment à Madagascar, où environ 41% de la population se revendique de foi chrétienne. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment la qualité de l'eau à Mayotte ou encore le déploiement d'Action Logement sur le territoire. Au montage, Leslie Vumenet. La circulation du virus de la dengue se poursuit à Mayotte malgré la diminution du nombre de cas observés depuis plusieurs jours. Du 18 août au 1er septembre, 15 nouveaux cas ont été signalés à l'ARS Océan Indien. Depuis le début de l'année 2019, ce sont 123 cas de dengue qui ont été signalés sur le territoire. Parmi les 111 personnes ayant pu être interrogées, 95 sont des cas autochtones. On considère qu'ils ont contracté la maladie sur le territoire de Mayotte et 16 revenaient récemment d'un séjour hors de l'île. Pour limiter le risque épidémique au retour de la saison des pluies, la mobilisation des acteurs et de la population est indispensable. Les cas signalés sont toujours majoritairement regroupés dans des quartiers de Mamoudzou, Tsapéré, Doujani et Cavani et sur Petite Terre. Des cas isolés ont également été déclarés dans d'autres communes de Grande Terre. En ce qui concerne les gestes à adopter, ils restent les mêmes, à savoir se protéger des piqûres de moustiques, éliminer l'eau stagnante et consulter un médecin en cas de symptômes. Santé toujours et qualité de l'eau plus exactement. À Mayotte, la RSOI est chargée de réaliser des contrôles sanitaires réguliers de l'eau du robinet. En 2018, l'institution a réalisé 559 prélèvements d'eau destinés à la consommation humaine qui concernent les ressources, retenues, rivières et forages, les sorties d'usines de traitement d'eau potable et le réseau de distribution jusqu'au robinet de l'usager. Il en ressort que la qualité bactériologique de l'eau distribuée se maintient avec plus de 99% des prélèvements qui présentent des résultats conformes. La qualité physico-chimique montre une bonne qualité de l'eau en 2018 et aucun dépassement des normes en vigueur n'a été constaté sur les paramètres de micropolluants, de substances radioactives et de pesticides. L'eau distribuée sur l'ensemble du département de Mayotte en 2018 est donc de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous et à tout moment de l'année sans risque, mais afin de renforcer l'information des consommateurs, la RSOI publie en lien avec la SMAE une présentation qui sera distribuée avec les factures du mois de septembre. Action Logement est née en 1953. Initialement, elle avait un double rôle, financer des prêts aux salariés et investir pour des logements locatifs. Au fil du temps, elle s'est donnée également pour objectif d'accompagner les salariés tout au long de leur parcours résidentiel grâce à la mise en place des aides financières. Annuellement, tous les employeurs de plus de 20 salariés sont ainsi contraints de participer au financement de la construction de logements ou d'opérations assimilées. Le montant de la construction est fixé sur la base des rémunérations versées au sein de l'entreprise. À Mayotte, Action Logement a véritablement vu le jour en 2015. Après des mois de balbutiements, les premières conventions ont été signées. Parmi elles, la deuxième génération de prêts de haut de bilan vient de permettre à la CIM d'obtenir un prêt pour un montant de 3 millions d'euros. Cela va permettre la construction de 459 logements nouveaux, dont 140 seront réservés pour les salariés des entreprises du secteur privé qui participent à l'effort de construction porté par Action Logement. Formation professionnelle pour clore cette édition. Aider et faciliter l'accès à l'apprentissage aux personnes voulant se former, voilà l'essence même de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel promulguée en 2018. Depuis hier, le conseil départemental accueille un séminaire visant à informer et échanger avec les acteurs locaux de la formation. Au programme de nombreuses thématiques, parmi lesquelles l'application de cette loi qui s'avère complexe sur certains points.
Paul-Arthur Avit s'est rendu à l'hémicycle. Reportage. Une réforme du compte personnel de formation, des modules de remise à niveau, une certification des organismes de formation ou encore la création d'un compte d'engagement citoyen, voilà quelques réformes de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel promulguée le 5 septembre 2018. C'est une réforme importante quand même, parce que le système de formation français qui s'applique sur l'ensemble des territoires existe depuis très longtemps, avec toutefois la particularité que pour Mayotte, la législation ne s'applique en réalité que depuis le 1er janvier 2018. Donc le territoire mahorais doit rattraper tout cela à marche forcée. Et donc c'est vrai que ça peut paraître comme complexe, difficile, mais je pense que voilà, il y a des possibilités de réaliser tout cela. C'est pour cela qu'un séminaire se déroule en ce moment au sein de l'hémicycle Younoussa Bamana. Ayant commencé hier et finissant demain, ce séminaire est l'occasion d'échanger et d'informer les acteurs locaux de l'apprentissage concernant cette réforme complexe sur certains points. Il est important en fait d'informer, de communiquer sur la réforme. Il est évident, et on l'a constaté, y compris en métropole depuis des années où on développe ce système de formation, il faut communiquer, il faut informer, sinon on passe à côté des dispositifs, on passe à côté des changements, et comme la réforme, donc à travers cette loi du 5 septembre 2018, a modifié énormément de choses, il est important que tout le monde sache le qui fait quoi, qu'est-ce qui est désormais financé en matière de formation et surtout quelles sont les obligations de chacun en matière de formation. Un moyen de rappeler à ces acteurs locaux leurs obligations en tant que formateurs, un séminaire qui permettra aux jeunes et moins jeunes de l'île de recevoir des formations professionnelles de qualité. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.